Alors, bonjour et bienvenue dans cette troisième édition des Chroniques de bande dessinée. Je voulais parler aujourd'hui d'un auteur que j'aime beaucoup, Chabouté, parce que c'est un maître du noir et blanc. D'une part, il vient de publier 2 albums qui sont un tout petit peu décevants, et donc du coup j'ai été dépité, et d'autre part, je n'ai pas réussi à retrouver le bel album de Chabouté dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je l'ai égaré, je ne sais pas où. C'est une histoire muette qui raconte les vicissitudes d'un banc de squares avec tous ceux qui s'asseyent dessus. Raconté comme ça a l'air particulièrement ennuyeux, grâce à la magie du noir et blanc de Chabouté, où les noirs sont extrêmement profonds, les blancs sont éclatants, et c'est presque traité en ombre chinoise. C'est en fait une magnifique bande dessinée muette. À la place, on va donc regarder 5 bandes dessinées, et j'essaierai d'aller rapidement. Ces bandes dessinées sont en noir et blanc, les 3 premières, parce que pour des raisons de reproduction mécanique, il était moins cher évidemment de reproduire en noir et blanc qu'en couleur, c'est toujours moins cher de reproduire en noir et blanc qu'en couleur. À la base, il y a aussi la manière dont on peut reproduire un dessin en le gravant, et puis après en le photographiant. Bref, Le Savant Cosinus, dans une édition qui n'est pas du tout canonique, qui n'est pas l'édition parue chez Armand Collin, mais qui est l'édition publiée par le Livre de Poche. Dans cette édition, ce qui est intéressant, c'est bien sûr le fait que le récitatif est sous la case, et donc est-ce ou non une bande dessinée? On a déjà traité de cette question. Là, on n'a pas besoin d'un phylactère pour que ce soit véritablement une bande dessinée. Il suffit que l'histoire soit séquentielle. Là, les ellipses sont extrêmement nombreuses, on est plus dans l'histoire illustrée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici une petite scène où le chien du savant Cosinus est pris dans un bonnet, et là, on a une succession de 4 cases qui, cette succession-là est une véritable bande dessinée. Passons sur les mérites du noir et blanc du savant Cosinus, et surtout arrivons à la même chose traitée par Hergé dans Le Crabe aux pinces d'or. Donc là, on a une succession de 9 cases où il se passe exactement la même chose. On passe de 4 à 9, mais Milou se retrouve lui aussi embringué avec un objet récalcitrant, et la succession des 9 cases nous dit comment est-ce que Milou va essayer de se dépatouiller. Ce qui est intéressant dans ce noir et blanc, et là on peut considérer qu'on est dans une vraie bande dessinée, on est vraiment dans la manière dont la bande dessinée européenne naît, très peu colorée, le plus souvent en noir et blanc, en tout cas, et pour Tintin, on sait qu'il y a eu 9 au moins albums qui sont parus avec une mise en couleur qui a été faite plus tard, avec une reprise de l'album. Ici, on voit que le noir et blanc permet une lisibilité incroyable, une souplesse et un dessin qui est encore extrêmement dynamique. La ligne claire d'Hergé va un peu fixer les choses, va un peu figer les choses. Ce sera moins souple, ce sera moins aimable, et notamment dans la gestion des cases. Si on regarde quelques pages plus loin, on a notamment la manière dont l'avion va s'écraser dans le désert, et on voit que là il y a une richesse dans le format des cases avec des effets très dramatiques où on resserre fortement sur l'avion en train de tomber, on élargit un peu au fur et à mesure que le sol arrive, et il y a des effets dynamiques. On peut avoir une lecture horizontale, on peut avoir une lecture verticale de la case. Pourquoi est-ce que cette édition est intéressante? C'est parce que c'est un facsimilé de la manière dont les cases sont parues pendant la guerre, au fur et à mesure que l'histoire s'élaborait. Donc c'est un album qui est tout à fait amusant, puisque au fur et à mesure que la guerre avance, et indépendamment de la manière dont Hergé va résoudre les contradictions qui consistent à travailler pendant la guerre, il y a de moins en moins de cases. Et on finit parce qu'il y a de moins en moins de papier, et comme il y a de moins en moins de papier, il y a de moins en moins de place qui est accordée à Tintin et Milou, qui peu à peu passe à la portion congrue, c'est-à-dire une seule bande, et la bande elle-même va finir par être démesurément petite et en queue de page, et avec une lisibilité moindre, et évidemment une inflation de la masse du texte. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr la manière dont Hergé va devoir reprendre l'intégralité de l'album pour en faire un de ses 62 pages iconiques, qui permet aujourd'hui d'avoir une collection complète. Frédéric Soumois, dans Dossier Tintin, un livre qui est paru il y a bien 25 ou 30 ans, avait fait l'analyse de la manière dont Hergé recompose les cases. J'avais un autre livre tout à fait intéressant qui est Tintin au Congo avec un K, qui a été réédité par Casterman, où on voit la manière dont entre le premier Tintin au Congo
en noir et blanc et le troisième Tintin au Congo en couleur, il y a eu en fait un deuxième Tintin au Congo avec Soka, qui est une édition parue en 41 ou 42 pour les Flamands, et où déjà Hergé avait commencé à modifier les cases, à faire en sorte que le trait soit moins rond, moins caricatural, moins dynamique, moins souple, mais plus précis, avec une petite inflation du décor. Pourquoi le noir et blanc? Parce que on se concentre sur le dessin et on joue à plein des effets dramatiques. Modesty Blaise est une bande dessinée qui paraissait dans l'Aurore, si je ne m'abuse, ou le Figaro même. Enfin bref, ça paraissait dans les groupes de presse français à l'époque où il y avait une syndication quasiment mondiale de toutes ces BD. Vous avez sans doute peut-être vu Beetle Bailey ou Agar du Nord, Pim Pam Poum et tous ces comic strips comme on dit, donc toutes ces bandes. Donc et vraiment, si c'est une bande dessinée, c'est précisément parce qu'il paraissait le plus souvent en bande unique avec 3 ou 4 gags, exactement comme Calvin et Hobbes, qui est l'exemple le plus récent, le plus célèbre et le meilleur d'une bande dessinée en bande réussie. L'admirable dans Modesty Blaise, c'est la qualité du dessin. Par exemple, le visage de Kossuth, si je ne m'abuse, avec une science du trait. Donc Jim Holdaway, évidemment, dessinait des cases beaucoup plus grandes par rapport à leur reproduction. Ici, elles sont reproduites à la taille à laquelle elles étaient reproduites dans les journaux, qui laisse pantois d'admiration sur la finesse du dessin, la qualité de restitution des expressions, mais qui surtout nous permet d'observer quelque chose qui ne vient absolument pas de moi, mais qui vient d'une vieille encyclopédie Planète que j'ai retrouvée, sur la manière dont on filme, si j'ose dire, les personnages. C'était un article très intéressant où le journaliste faisait un parallèle entre le petit écran et la case. Bien, pourquoi? Parce que le petit écran était effectivement petit à l'époque, et où du coup il y avait presque une nécessité mécanique de multiplier les gros plans. On voit bien dans cette bande dessinée, donc, où chaque bande correspond à un jour de publication, que l'expression du personnage, le gros plan sur le personnage est nécessaire. Pas tellement pour faire valoir la virtuosité du dessinateur, mais surtout pour permettre d'apercevoir quelque chose et de ne pas noyer perpétuellement le lecteur dans une scène de bataille minuscule, qui est le défaut en fait qu'on peut trouver au Crabe aux pinces d'or. Modesty Blaise est réédité régulièrement, en Angleterre notamment, chez Titan Books, et véritablement c'est une très bonne bande dessinée, scénarisée par Peter O'Donnell, avec un côté très années 60, années 70, avec une femme forte qui casse la figure à tout le monde, en luttant contre les malfrats, tout en étant elle-même un peu en marge de la société. Voilà, y a à un moment donné des tueurs OAS qui ont monté une espèce d'international du crime. Il y a un autre moment, Gabriel, qui est un type qui a un front à peu près comme celui de Nietzsche, qui est particulièrement néfaste et qui passe sa vie à monter des opérations compliquées. Voilà, donc on est en plein dans le James Bond et c'est remarquable. Remarquable, mais malgré tout un peu court pour ce qui est de l'ampleur de l'histoire, pour ce qui est de la pertinence de l'histoire. Tout ce long détour pour arriver en fait aux 2 albums qui sont véritablement, puisque Chabouté a été ostracisé aujourd'hui, qui sont l'objet de notre petite causerie, La Tour et Le Processus. Bon, vous avez remarqué que j'ai fait soigneusement le choix de n'avoir aucun album récent, mais à chaque fois ce sont des albums qui ont été fondamentaux dans l'histoire de la bande dessinée, dans la découverte en fait, d'un auteur et dans la manière dont on peut apprécier le noir et blanc et surtout apprécier ce qui est de véritables œuvres littéraires et qu'on n'appelait pas encore romans graphiques, mais qui sont particulièrement pertinentes. La Tour, donc de Schuiten et Peters, qui appartient à la série des Cités Obscures, qui sont actuellement rééditées en intégrale, et donc est un album quasiment entièrement en noir et blanc, avec un noir et blanc qui n'est pas sans évoquer les magnifiques gravures qui décoraient les tableaux de Jules Verne. C'est un noir et blanc qui vraiment tire parti de toutes les ressources d'un vocabulaire extrêmement réduit. Voilà. Si je n'ai que du noir et que du blanc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'en profite
pour dessiner l'ombre et dessiner la lumière. J'en profite pour avoir des passages subtils ou violents du blanc au noir. J'en profite pour traiter toutes les matières. Et il y a là une remarquable cohérence graphique et une virtuosité saisissante dans l'exercice du dessin. Schuiten va publier ou vient de publier un Black et Mortimer en hommage. C'est son interprétation de Black et Mortimer aux éditions d'Argo, où il met en scène le palais de justice de Bruxelles, qui est l'une des obsessions de la série des cités obscures. Donc là, Schuiten a réussi à faire en sorte de cumuler la tradition franco-belge avec cet hommage à Jacobs et ses propres obsessions pour la ville de Bruxelles, sa destruction, sa décrépitude et peut-être sa renaissance. Ici, dans la tour, l'histoire qu'il raconte est une histoire mystérieuse d'un mainteneur d'une tour qui est presque comme une tour de Babel, et qui est la tour de Babel en quelque sorte, et il imagine en fait, avec Peters, le scénariste, spécialiste de la bande dessinée par ailleurs, qui a écrit de très beaux livres sur cet art, que le mainteneur en fait se sent un peu abandonné et va peu à peu essayer de revenir vers l'administration centrale dont il n'a plus de nouvelles depuis des années. Et c'est ce voyage initiatique à l'intérieur de la tour qui est une manière de parler de l'indépendance italienne pour certaines lectures, de parler de la décadence culturelle, de parler de la conquête, au contraire, de la liberté de penser. Voilà, chacun y projette sa vision plus ou moins moderniste du voyage. En tout cas, c'est à l'intérieur d'une ville fantastique, une espèce d'épopée kafkaïenne bonhomme, sans angoisse, puisque donc le mainteneur est quelqu'un d'assez rond, une manière de frère Jean des Entomeurs, et qui va arriver en haut de la tour. Et en haut de la tour, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Et donc en haut de la tour, on a cette magnifique image absolument vierge. Et là, on voit la force du noir et blanc, on voit tout l'intérêt qu'il a eu à traiter, si j'ose dire, une histoire avec uniquement du trait et des aplats, pour arriver à cette espèce de perfection froide d'un ciel qui est vide. Bon, évidemment, on peut ne pas être d'accord sur la manière dont cette parabole de la tour de Babel se termine, mais le tour de force est assez appréciable, et on voit surtout à quel point il était nécessaire d'avoir des cases chargées, en tout cas assez ancrées, tout en étant lumineuses, pour pouvoir avoir ce genre d'effet de style. Peters termine son album par une minuscule apparition de la couleur, et quand on tourne la page, voilà, on tombe au milieu d'une bande dessinée classique, et là aussi, donc effet dramatique assuré, puisque on passe du noir complet, du noir et blanc complet, à une couleur tout ce qu'il y a de plus classique, avec d'ailleurs quelque chose qui est presque gênant. C'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la représentation, qu'est-ce que c'est qu'un tableau, qu'est-ce que c'est qu'un simulacre. Dans le genre, Marc-Antoine Mathieu fait encore mieux. Marc-Antoine Mathieu est un auteur qui est apparu il y a quelques années, et avec ce magnifique album, Le Processus, qui met en scène Julius Corentin Hackfack, prisonnier des rêves. Hackfack, pour ceux qui se demandent d'où vient ce nom abominable, c'est en fait l'anagramme de Kafka. C'est Kafka comme si on le prononçait à l'envers. Et donc Delcourt publie en 1993 cette bande dessinée. C'est une bande dessinée entièrement en noir et blanc, avec des aplats beaucoup plus forts, un dessin moins léché, mais néanmoins extrêmement précis. Et toute l'œuvre de Marc-Antoine Mathieu, en tout cas de la série Julius Corentin Hackfack, est une espèce de métaphore de la bande dessinée. Julius Corentin Hackfack rêve en fait dans un monde en deux dimensions, et à chaque fois, ce que l'auteur Marc-Antoine Mathieu met en scène, c'est le processus d'élaboration d'une bande dessinée, c'est le processus de lecture de la bande dessinée. On a des cases qui sont tout à fait amusantes, puisque ce prisonnier des rêves est une espèce d'employé de bureau dans un univers parallèle fait d'administration 19e auquel on ne comprend rien, avec des manières de voyager en wagonnet ou en corde à nœuds qui vont d'immeuble en immeuble, avec des problèmes de logement absolument cruciaux, où on habite dans une cage d'ascenseur, on est obligé de déménager chaque fois que l'ascenseur passe. Bref, il y a un absurde assez aimable, mais il y a surtout la mise en scène de qu'est-ce que c'est qu'une page, et par exemple ici, qu'est-ce que c'est qu'une histoire où on a une narration.
Eh bien, l'histoire où on a une narration, c'est toute l'histoire qu'on vient de voir raconter case par case sur une planche, qui en fait est mise en perspective, et chacune des chambres, chaque chambre qui est présentée ici, est en fait l'une des cases traitées en 3 dimensions. Et il y a un jeu comme ça dans le processus qui est comment est-ce que je fais pour passer de la 2e à la 3e dimension. Donc au moment où le processus paraît en 93, il y a déjà eu 2 tomes de Julius Corentin Hackfach, l'origine et l'acte. L'acte, c'est la manière dont on va parler de la quadrichromie, mais qui n'apparaît pas ou quasiment pas. Et l'origine, c'est la manière aussi dont on va poser le principe de cette série, qui est qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée. Au fur et à mesure qu'on avance dans Julius Corentin Hackfach, on se retrouve avec des effets admirables de mécanique, en fait, de nous expliquer comment le geste de tourner la page, comment la manière de poser le regard, comment la fiction dans laquelle on est, qui est de regarder quelque chose de parfaitement plat, tout en imaginant qu'en fait c'est une représentation de la réalité, peut être mise en scène. Et ici, voilà, Julius Corentin Hackfach arrive dans le vortex, et le vortex est un point où cet univers s'absorbe en lui-même, mais c'est surtout une manière de nous faire quelque chose qui est rare dans les albums de bande dessinée, c'est de nous faire effectivement pénétrer dans la 3e dimension. Et là, on y pénètre d'une manière extrêmement concrète, physique. On tombe dans le vortex avec Julius Corentin Hackfach, et donc du coup, on change d'univers, et on se retrouve dans un univers en photographie, où le personnage de bande dessinée est mis en scène et essaie de retrouver en fait son univers à lui, qui est l'univers de la 2e dimension. Et Marc-Antoine Mathieu met en scène en fait la manière dont lui-même dessine des planches et passe du crayonné à l'ancrage, et il y a cet ancrage progressif, il y a la manière dont toute l'histoire qu'on vient de voir est éparpillée sur le sol, et il y a évidemment la manière dont on va peu à peu résoudre l'horreur de se retrouver dans un monde qui n'est pas le sien, en revenant peu à peu à la réalité et en retrouvant en fait l'univers confortable d'une représentation qui est dans nos codes, où on sait en fait qu'on est bien en 2 dimensions. Là aussi, la couleur aurait certainement pu ajouter un agrément quelconque. La force dramatique du noir et blanc est parfaite pour à la fois rendre compte de l'étrangeté de cet univers, pour sans doute aussi connoter le rêve, puisque une partie de la population rêve en noir et blanc et une partie de la population rêve en couleur, vous vous poserez la question, et pour faire en sorte qu'on soit entièrement absorbé par la perfection de la narration. Un tour rapide du noir et blanc, avec des œuvres qui sont canoniques d'une certaine manière, et qui surtout doivent vous encourager à explorer n'importe quelle bande dessinée, à ne pas considérer que le noir et blanc est rebutant, que le noir et blanc est trop intellectuel. Le noir et blanc a une force dramatique merveilleuse. Merci beaucoup.